Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir la docteure Isabelle Gablon pour une présentation sur les troubles musculo-squelettiques et la stratégie nationale dans ce domaine. Le docteur Gablon est spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Elle est affiliée à la Société suisse de rhumatologie et est vice-présidente de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Elle a le rôle de chargée de formation en Suisse romande pour la médecine d'assurance suisse. Et elle a une activité de juge assesseur à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Elle va donc nous présenter aujourd'hui cette stratégie nationale qui est une problématique importante de santé publique, notamment pour les aspects médico-économiques. Et je la remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Isabelle. Alors, je remercie à mon tour, chers collègues, Madame la professeure Boschut, de m'avoir invité, de permettre ainsi aux rhumatologues suisses et à la Ligue suisse contre le rhumatisme de s'exprimer dans le contexte d'une conférence d'Unisanté à Lausanne. Alors, les troubles musculo-squelettiques, les avons-nous pris en totalité dans notre stratégie nationale? Je vais tâcher de vous en convaincre par les diapositives suivantes. Alors, la stratégie s'est avérée être une nécessité nationale. Notre Conseil fédéral y a porté beaucoup d'importance. Elle correspond à la politique nationale actuelle de la santé. Elle est bien sûr, elle adhère également à la conférence suisse des directeurs-directrices cantonaux de la santé, à la Fondation Promo Santé Suisse et bien sûr, elle répond aux différentes règles de l'Académie suisse de la qualité en médecine de notre FMH. Mais bien sûr que c'est un défi qui dépasse de loin le cadre national. L'OMS nous a défini depuis bien longtemps différentes stratégies pour promouvoir la santé, que ce soit pour l'alimentation, pour l'exercice physique, entre autres. Le plan d'action d'OMS dans ce domaine prévaut depuis les années 2010 et en Suisse, on a reconnu l'importance des maladies musculo-squelettiques dans la prévention de ces maladies non transmissibles. À partir de 2013, des plans d'action ont été mis sur pied. Cette stratégie nationale, elle fait bien sûr partie des stratégies multiples des maladies non transmissibles qui intéressent nos différentes spécialités médicales. Et aujourd'hui, on s'intéresse de façon plus dirigée à celle des maladies musculo-squelettiques. Cela vise à améliorer la qualité de vie, à des qualités de soins qui donnent des chances égales à nos différents patients et en toute transparence. Alors, pourquoi est-ce que le Conseil fédéral et la politique nationale s'y sont intéressés de façon si convaincue? C'est que 80% des coûts directs de la santé sont imputables à ces maladies non transmissibles. Les Big Five, les 5 qui sont à l'origine de la moitié des coûts de la santé en Suisse sont les maladies cardiovasculaires que vous êtes bien sûr très à même de traiter à Unisanté, le diabète, les maladies oncologiques, les affections bronchopulmonaires et les maladies musculo-squelettiques. Nos maladies non transmissibles touchent une personne sur 4. À partir de la cinquantaine, on en a souvent plusieurs qui sont associées. Elles sont en hausse puisqu'on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a 100 ans. Donc, la prévention est hautement indiquée. Elles ont des thèmes communs, ces maladies non transmissibles. Tout le monde s'accorde à se dire qu'il faut avoir un régime alimentaire sain. Beaucoup d'études rhumatologiques voient même des améliorations des douleurs et de la raideur significative en application de bons conseils alimentaires. Voici le plan de mon exposé. On va parler de la stratégie vue d'ensemble sur le plan des rhumatismes, ce que la Ligue suisse a fait comme application de la stratégie, et je vais vous développer ces différents éléments. Les fils rouges, non seulement de la stratégie, mais de ma pratique rhumatologique et sans doute de tout médecin praticien, c'est de garder nos patients en mouvement et intégrer dans sa vie familiale, sociale et professionnelle, au sens où l'entend la CIF, la classification internationale du fonctionnement, dans le sens où, par exemple, le handicap à effectuer un mouvement devrait pouvoir être compensé. Le rhumatisme, alors, ça touche plus de 2 millions de personnes en Suisse
Il y a plusieurs affections musculo-squelettiques et je ne vais pas vous faire un cours académique sur ces différentes maladies. Dans la stratégie, il a été décidé de les différencier entre les atteintes dégénératives et inflammatoires, le rhumatisme des parties molles, qui est responsable aussi d'incapacité de travail importante, est représenté dans un chapitre à part, qu'il soit localisé ou diffus, comme dans la maladie des douleurs chroniques diffuses fibromyalgiques, les maladies osseuses, ainsi que les douleurs dorsales. Vous verrez tout à l'heure qu'elles prennent une place importante en termes de coût. Donc, le rhumatisme, on peut dire que c'est bien une maladie nationale qui a des répercussions sur les coûts de la santé en Suisse, qu'ils soient directs ou indirects. Alors, les coûts directs et indirects pour les maladies musculo-squelettiques qui sont en tête sont assez bien répartis entre les dépenses directes et indirectes. Derrière, on trouve les maladies cardiovasculaires, les troubles psychiques et les autres affections. Pour les coûts directs, les douleurs dorsales ont une place bien particulière puisqu'elles tiennent compte de 33% des coûts. Quand je parle des douleurs dorsales ici, il s'agit des douleurs dorsales qu'on appelle cinématéria ou sans lésion biologique bien définie, les douleurs dorsales sans drapeau rouge, sans les plaies de Lacks qui nous orientent alors vers d'autres pathologies. Je pense qu'il y a quand même des liens entre ces maladies du système locomoteur et Unisanté. Et je sais que l'unité de médecine du travail ici intéresse également beaucoup. Le fait que vous m'ayez invité aujourd'hui et que je vous invite régulièrement à des cours sur les expertises médicales montre que nous sommes tous intéressés par ces pertes de productivité, que ce soit l'absentéisme, le présentéisme, les reconversions professionnelles qu'on aimerait beaucoup plus précoces ou les mises à la retraite anticipées. Nous sommes tous intéressés par la diminution de participation sociale de nos patients et on ne peut pas non plus être indifférent aux soins qui sont dispensés par les familles, par les proches de ces patients. Comme je vous le disais tout à l'heure, les douleurs dorsales comptent pour beaucoup de milliards de francs en Suisse par rapport aux autres maladies rhumatismales. Ces maladies rhumatismales, elles, tout ensemble, comptent pour une rente d'invalidité sur 4, c'est quand même conséquent. Et bon, les maladies cardiovasculaires, les cancers également, mais tout ça compte pour un nombre important d'un statut d'invalide. Qu'en est-il? Je vais prendre comme exemple, parce qu'on ne peut pas traiter les 200 affections de l'appareil locomoteur que je vous ai mentionnées. Je vous prends l'exemple des douleurs dorsales puisqu'elles sont en fréquence et en coût très important. Elles s'associent souvent aussi aux plaintes d'une faiblesse généralisée, peut-être un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Les maux de dos, on voit que de manière générale, les femmes ont peut-être un état de santé subjectif un peu moins bon que les messieurs, dans les tranches d'âge en tout cas du travail. On voit que c'est surtout des maladies qui sont du recours de la médecine ambulatoire. C'est après l'âge de la retraite, plus on devient âgé, que les prises en charge hospitalières sont plus importantes. Donc, c'est quand même un challenge pour la médecine ambulatoire, ces troubles musculo-squelettiques. Quels sont les facteurs de risque? Alors, vous avez vu qu'ils sont multiples. Les facteurs psychosociaux seraient peut-être à ressortir autant que les facteurs génétiques, le sexe ou l'âge. En médecine du travail, je m'excuse, c'est bien pour vous montrer que vous avez beaucoup d'importance et d'activité en cours. La prévention sur le lieu de travail est importante, que ce soit en termes de charge, en termes de vibration, en termes de gestes répétitifs, en termes d'ambiance physique, travail dans le chaud, travail dans le froid. Et vous voyez aussi quand même que les facteurs psychosociaux sont dénommés dans la prévention de ces troubles. Manifestation commune, si ce n'est indissociable. Les plaintes principales des patients qui viennent en cabinet vous consulter, ce sont principalement des douleurs, lesquelles entraînent des limitations fonctionnelles. Je ne peux plus me tenir assis,
je ne peux plus me lever, je ne peux plus faire des voyages en voiture. Ces limitations fonctionnelles, si elles perdurent, vont entraîner une sarcopénie, donc une diminution du volume musculaire des patients, qui seront du coup beaucoup moins résistants à tenir des positions statiques longtemps, à porter des charges, et source de douleurs supplémentaires et au final d'une souffrance globale extrêmement significative que vous voyez très souvent à votre consultation. Ce manque de mouvement, il est non seulement, disons, subjectivement rapporté par les patients et objectivement visualisé à notre status clinique car on constate une amyotrophie, mais les laboratoires du mouvement de l'EPFL, par exemple, dans le laboratoire du professeur Aminian, ont fait depuis des années des analyses dynamiques de l'activité physique chez le patient douloureux chronique. Nos confrères antalgistes s'y sont beaucoup intéressés pour voir si leurs médicaments permettaient de résoudre ces troubles de l'activité musculaire du douloureux chronique. Je mentionne ici un aspect intéressant. On peut tracer, grâce à des capteurs externes sur le corps, on peut enregistrer des amplitudes de mouvement, leur répétition, la durée d'un mouvement d'un groupe musculaire, et on peut les traduire en termes de couleurs. Alors, si l'individu bouge normalement, voilà un peu le code barre qu'il peut présenter pour une de ces journées d'activité. Un patient douloureux chronique qui va moins bouger, comme on l'a vu tout à l'heure, va présenter un code barre beaucoup moins varié en couleurs. Il y a plus de rouge et d'orange. Ça signifie donc qu'on peut, de manière électrique, mesurer cette kinésiophobie et ce manque d'activité. Ces études pourraient être couplées à des études pour nous aussi, pour voir si nos médicaments améliorent le code barre, pour voir si des mises en programme de physiothérapie améliorent ce code barre. L'idée totale, je vous le rappelle, c'est de maintenir les capacités fonctionnelles des patients. C'est notre grand challenge thérapeutique. Et il y a 3 grands domaines de la vie où il faut les maintenir. Bien sûr, dans les activités de la vie quotidienne, l'autonomie propre du patient est très importante. Il faut qu'il puisse avoir accès à ses loisirs. Il faut qu'il puisse se montrer actif et participatif dans son activité professionnelle. Ces 3 domaines sont importants pas seulement pour nous les médecins, mais ils sont importants au vu de la loi. La loi fédérale sur l'assurance invalidité, qui se remet en cause par la jurisprudence continue, a émis un arrêt très important en juin 2015 qui consiste à dire que pour ces pathologies difficiles comme les dorsalgies, où on n'a guère de substrat radiologique, on a peut-être un substrat sur les codes barres électrophysiologiques, il faut que pour admettre qu'une maladie soit invalidante au sens de la loi, le patient doit être limité de manière homogène dans sa vie quotidienne, ses loisirs ou sports et sa vie sociale et professionnelle. Par exemple, il ne va pas de soi qu'un patient qui aurait des limitations fonctionnelles pour le port de charge, qui serait peut-être limité à 15 kg, dans ses loisirs, fasse de l'haltérophilie. Il ne va pas de soi qu'on donne une limitation de certaines positions quand le patient pourra, dans une vie sportive, effectuer par exemple des courses ou des manifestations sportives où il est très performant. Donc, pensez bien à cette limitation quotidienne dans tous les domaines et faites une anamnèse relativement dirigée dans ces 3 domaines. La Ligue suisse contre le rhumatisme a tenu et tient le cahier de bord en fait, de la stratégie nationale d'électromusculo-squelettique et je vais vous donner quelques exemples de son activité. Le rhumatologue ne peut pas travailler sans une collaboration étroite avec les ergothérapeutes, avec les physiothérapeutes, ni du reste avec la société, avec les orthopédistes avec lesquels on a beaucoup participé pour contribuer à mettre sur pied cette stratégie. La Ligue, comme les autres ligues de la santé en Suisse, est une organisation à but non lucratif. C'est une organisation nationale
qui compte 25 associations membres, une centaine d'employés et 25 000 membres. Les membres pourraient être augmentés par une plus grande mise à jour ou une plus grande visibilité des ligues suisses et cantonales. Ce serait du reste le souhait que nous avons, c'est d'augmenter les membres pour pouvoir leur offrir toutes les prestations possibles en fonction de leur trouble musculo-squelettique. Nous visons donc à encourager un comportement bénéfique par l'information, par l'encouragement de l'activité physique, que ce soit dans les entreprises, déjà à l'école, dans tous les lieux de travail possibles. On vise tous les âges, bien sûr, à la maison de retraite également. Chez nous, comme pour vous dans les maladies vasculaires, on promeut l'arrêt du tabagisme. On souhaite vraiment promouvoir cet arrêt parce qu'il a toujours un impact négatif dans l'évolution des maladies, que ce soit en période post-opératoire, que ce soit dans l'évolution chronique des rhumatismes inflammatoires, pour l'ostéoporose et tellement d'autres affections. Les programmes alimentaires sont importants dans l'idée d'avoir un indice de masse corporelle qui se rapproche de la normalité. Les excès de poids, tout comme les charges excessives au travail, sont délétères à l'appareil locomoteur. Il faut pouvoir détecter les groupes les plus vulnérables pour leur donner une égalité des chances thérapeutiques. Et nous sommes une société très proactive. On vise à l'autoresponsabilisation des patients. Les services principaux qu'offre la Ligue suisse, mais je précise bien que toutes les ligues cantonales offrent la même chose dans chacun des cantons, c'est donc des publications qui visent à informer les patients dans beaucoup de langues nationales, ainsi que dans la langue de tous nos travailleurs qui parlent les autres langues que les langues nationales suisses. On organise des forums magazines, on organise des formations professionnelles et les patients peuvent suivre également un bon nombre d'informations en ligne. On les accompagne par des moyens auxiliaires. La Ligue suisse du rhumatisme a un magasin où on peut commander tous ces moyens auxiliaires. À la rue de Provence à Lausanne, vous en trouvez également, que vous pouvez vous procurer sur place. On vise à prévenir les chutes des patients, comme aussi Prosenectute, comme aussi d'autres organisations de la santé. Les chutes sont délétères, elles entraînent d'autres pathologies. Et depuis l'année dernière, cette année, et bientôt en Romandie en 2021, on souhaite organiser un conseil social pour ces patients atteints de maladies rhumatismales, dans le sens où on constate qu'il y a une énorme latence entre le moment où le patient est mis à l'arrêt de travail en raison de limitations fonctionnelles et où le système se met en route. Il y a souvent des incapacités de travail prises en charge par les pertes de gains qui durent plus d'une année, voire deux, avant que l'AI puisse se mettre en mouvement pour leur offrir des réadaptations ou évaluer leur situation. Les médecins en cabinet sont souvent bien empruntés avec ces consultations que nous ne devons pas faire durer plus d'un quart d'heure, 20 minutes, pour aborder tous les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et le conseil social. Donc on espère que la Ligue pourra mettre sur pied tout cela en Suisse romande avec des assistantes sociales appropriées. Il ne suffit pas juste de conseiller les patients avec bienveillance, il faut quand même leur donner des conseils adéquats. Les services principaux, c'est le mouvement, comme vous le voyez, et comme je le dis depuis le début de mon exposé, il faut qu'on bouge. Il y a des cours dans toute la Suisse. On forme les instructeurs de cours de manière spécifique et il y a également des courts-séjours que l'on offre aux patients durant l'été par ailleurs bien encadrés. Les cours sont bien sûr perturbés ces temps par la pandémie du corona, mais ils vont reprendre en grande partie cet automne. Alors, de la création à l'application, je vais vous redonner un petit historique. Alors, le Conseil fédéral, depuis 2013, on l'a vu, suite à l'OMS, etc., s'est mis à opter pour une stratégie globale de la santé avec un programme jusqu'à 2020. Maintenant, on sait qu'il va s'étendre jusqu'à 2030. Il vise à cela pour des soucis d'économie nationale, bien sûr. La stratégie nationale pour les maladies non transmissibles a été créée pour qu'on se focalise sur la qualité de vie et les soins pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies. On a vu que ça ne touche pas que les rhumatismes.
et pour tenter de régler l'augmentation des coûts que tout cela engendre. La Ligue suisse, comme toutes les autres ligues, vise donc à la prévention, à améliorer et mieux utiliser les ressources pour la participation à la vie sociale des patients et pour aider à ce qu'ils aient une espérance de vie aussi longue que s'ils n'en étaient pas atteints. Alors, bien sûr qu'il faut des organigrammes, il faut des services spécifiques. La prévention et le dépistage précoce font partie d'un service spécifique. Ensuite, il y a la prise en charge et les soins avec la médecine curative, dont les médecins traitants sont des parts très actives. Et puis, le patient aussi est engagé par son autoresponsabilisation. Enfin, on n'oublie pas les programmes de recherche et les programmes de formation des différents partenaires nécessaires à maintenir le patient dans une bonne qualité de vie avec le moins de douleur possible. Alors, qu'en est-il du statut actuel? Où sommes-nous maintenant? Qu'avons-nous fait ces dernières années? Alors, on a fait des campagnes nationales annuelles. 2018 a été axé sur le mouvement. Moins d'arthrose, plus de mouvement. Alors, c'est clair que c'est un titre attractif. Le mouvement ne diminue pas l'arthrose, mais les symptômes de l'arthrose diminuent avec le mouvement. L'année 2020 est une année orientée sur l'individualisation des maladies musculo-squelettiques, mon rhumatisme et moi. Dans les analyses, vous avez sans doute entendu parler de notre étude sur le dos. La TSR s'y est intéressée et a donné également une part importante d'un de ses téléjournaux au dos sur l'étude que nous avons faite en début d'année. Je vous montre brièvement le programme de prévention des chutes. On a eu beaucoup de difficultés à le faire admettre par les assurances maladie, ce programme qui vise à 2 consultations. D'une part, parce que les assurances maladie vont payer les conséquences des chutes, les fractures de fémur, etc. La médecine préventive, ça c'est tout un programme aussi, dont peut-être la politique devra prendre part, en tout cas, elle devra s'y intéresser. Prévenir les chutes, augmenter l'autonomie, la qualité de vie à domicile, parce qu'on est convaincu que ça réduit au final les coûts de la santé. On a tout un programme que vous trouvez sur nos sites. Le rapport sur le dos 2020. Alors, en début d'année, on a fait une enquête sur plus de 1000 personnes en Suisse. C'était juste avant le confinement de la pandémie. On a questionné 1041 Suisses. Les 3 quarts constituaient des Suisses alémaniques, 1 quart a été fait en Suisse romande. Les hommes et femmes sont assez bien répartis, les tranches d'âge également. Le niveau de formation également. La plupart sont des personnes d'âge, disons, de niveau de formation moyenne avec un CFC. Ce qu'on en ressort, c'est qu'il n'y a pas de concordance radioclinique entre ces dorsalgies que je vous décris comme communes, sans red flags, et les lésions de l'âge. On voit que les personnes qui ont 60 ans et plus ne sont pas celles qui souffrent le plus souvent par semaine de leur dos. On voit que ce sont surtout les tranches d'âge qui travaillent. Les jeunes en souffrent également, plus du reste que les personnes âgées alors qu'ils n'ont pas d'altération radiologique très marquée. On a comparé cette étude 2020 à celle de 2011 et on a pu voir que de manière statistique, les choses sont relativement stables, mais les gens se plaignent d'avoir plus souvent mal au dos par semaine, donc la fréquence hebdomadaire a augmenté et le nombre de personnes qui n'ont jamais eu mal au dos a diminué. Seuls 2% de la population sur cet échantillon de 1000 dit n'avoir jamais eu mal au dos. Fait intéressant, et là je m'adresse à la professeure Bochu et à votre institut, il y a des différences culturelles. Les Suisses romans qui souffrent du dos bougent moins et ils se ménagent plus. Donc, vous voyez qu'en fonction des cantons, on n'a pas la même attitude face à notre mal de dos. Les champs d'action. Alors, d'autres éléments qui sont mis en œuvre dans notre stratégie nationale, c'est le conseil consultatif des associations de patients avec 2 réunions par année.
et on essaye d'avoir toujours des liens avec eux, avec différents services, pour toujours garder de vue leur perspective. On a créé, bon, les Suisses romands, on n'a pas bien compris la terminologie qu'on passe pour cela, mais il faut dire qu'on n'est pas encore très représenté. Il y a 7 cabinets médicaux en Suisse, principalement et uniquement les Suisses alémaniques, qui sont d'accord de suivre un programme de formation pour leurs assistantes médicales qui est financé par Promotion Santé Suisse. On trouve en effet que c'est important dans les maladies de l'appareil locomoteur d'avoir des assistantes qui sachent qui connaissent un peu ces maladies, qui connaissent les questions, les réponses plutôt aux questions courantes dans la vie pratique pour les patients. C'est important parce que les cabinets de rhumatologie sont surchargés. Vous savez qu'il y a de grands délais d'attente pour avoir une consultation chez le rhumatologue. Et non pas que nous voulons que nos assistantes, disons, fassent de la rhumatologie en parallèle, on veut promouvoir une meilleure formation des assistantes spécialisées, reconnues comme telles, qui puissent aider l'autogestion des patients et les aider dans leur vie quotidienne et à faire certaines choses dans leur maintien de la maladie à domicile. J'ai un exemple pour trouver que c'est important d'avoir des assistantes médicales spécialisées. Je me souviens d'une de mes premières années en cabinet, une de mes assistantes, qui était tout aussi débutante que moi en cabinet médical, m'a heureusement interpellée lorsque je suis sortie en me disant « Madame Gabellon, il n'y avait plus qu'une place pour demain. Je vous ai mis une dame qui a vu tous les jours un médecin de cette semaine, mais qui n'en peut plus parce qu'elle a des douleurs importantes. Elle voulait une consultation urgente. Elle pleurait au téléphone. Et par contre, j'ai mis après-demain une dame plus âgée qui a un peu de fièvre et plusieurs articulations qui gonflent, mais elle m'a dit que ça allait très bien si elle pouvait vous voir dans la semaine. Donc, vous voyez que c'est important que les assistantes médicales soient bien formées. La dame qui avait eu son rendez-vous dans l'heure, en fait, était une dame qui avait peut-être pas forcément besoin d'une consultation rhumatologique spécialisée. C'était une dame anxieuse qui était en proie à une poussée douloureuse aiguë dans un contexte chronique, mais surtout dans un contexte familial compliqué, alors que la dame âgée avait des arthrites multiples sur une chondrocalcinose avec fièvre, et je pense que ça, c'était la vraie urgence à prendre dans l'heure. Les maladies musculo-squelettiques doivent donc pouvoir être expliquées brièvement à nos assistantes, aux patients, dans un langage simple, facile à comprendre. On doit pouvoir avoir des interactions possibles et on doit suivre le numérique. Et on a l'application RheumaBody dans laquelle les patientes atteintes peuvent saisir leurs symptômes sur le site de la Ligue suisse du rhumatisme. Dans le champ d'action de la Ligue, on a bien sûr une collaboration, comme je vous l'ai dit, avec les associations de patients, mais aussi avec le grand registre des maladies rhumatismales en Suisse, le SCQM, qui enregistre en fait depuis plus de 30 ans toutes les données de nos patients. C'était initialement les rhumatologues qui entraient les données cliniques, les données de laboratoire, et on était des pionniers, félicités par un prix à Boston il y a quelques années, parce que nous avons rentré les données radiologiques des patients depuis 30 ans. Donc, on a un long suivi de ces cas enregistrés au SCQM. Actuellement, le SCQM est accessible aux patients eux-mêmes. Ils peuvent eux-mêmes aller entrer leurs données et être interactifs sur ce plan. Je vous rends attentif parce que c'est un de mes messages aujourd'hui. C'est dans notre camp et c'est notre responsabilité. Peu de nos cohortes intègrent l'item capacité de travail et nous allons, dans le cadre du futur et des stratégies futures, nous pencher beaucoup plus sur la reprise de capacité de travail pour nos patients rhumatisants, notamment les patients atteints de rhumatisme inflammatoire. Vous savez qu'on les traite mieux, mais la reprise du travail est moindre par rapport aux années précédentes. Je vous parle, puisqu'on est à Lausanne, de nos initiatives cantonales et de la Romandie. On a senti le besoin d'avoir une association romande un peu plus forte pour pouvoir aussi faire valoir nos différences culturelles. Comme on l'a vu tout à l'heure, les douleurs de dos
se manifestent peut-être un peu différemment, mais aussi les romans ont peut-être d'autres approches dans les maladies rhumatismales et les maladies en tant que telles. On a des ligues cantonales qui sont très fortes, mais on essaie quand même de promouvoir des réunions romandes. Je vous ai mentionné ici toutes nos ligues cantonales, la Ligue genevoise à 70 ans, la Ligue suisse à 60 ans. Donc, vous voyez que les Genevois ont été très proactifs pour former une ligue et on a des programmes de cours dans tous les cantons. Depuis le corona, il y a des capsules d'exercice qui se font à domicile, mais c'est vrai que selon l'âge de nos patients, c'est plus difficile de leur faire du mouvement via Internet. La Ligue vaudoise, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est présidée par la doctoresse Chamot, rhumatologue à Morges depuis de très nombreuses années, et dirigée par Madame Evelyne Herbe, qui est très active, très proactive dans les nouveaux programmes, notamment pour mettre sur pied le service social dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici en gros un programme de nos cours. Les cours en salle vont reprendre, sauf ceux qui ont lieu à l'hôpital orthopédique, et les cours dans l'eau sont également pour l'instant encore limités à cause du corona, mais de nombreux cours sont en train de reprendre. Nous nous adressons aussi, comme je vous ai dit, dans l'idée de cette formation et de ces échanges à nos collègues médecins généralistes. Et il y a le colloque du 8 octobre à Lausanne sur l'articulation douloureuse, son diagnostic et sa thérapie. Chaque année, il y a une réunion comme ça qui se fait à l'intention des médecins généralistes. Nous avons également orienté une consultation spécifique du dos. Je sais parce qu'avant de venir vous parler aujourd'hui, j'ai contacté le professeur Thomas Huglet qui m'a dit que vous aviez un service que vous êtes en collaboration avec le service de rhumato qui donne quelques indications à vos assistants pour examiner un dos. Nous envisageons bien sûr la formation en entreprise pour la prévention des douleurs dorsales au travail qui sont vraiment quelque chose de très important, de très handicapant pour le patient, mais également pour les entreprises en termes d'absentéisme. Notre SCQM est très orienté aussi sur les conséquences du nouveau coronavirus pour nos patients rhumatisants, qu'ils soient sous traitement immunosuppresseur ou qu'ils soient aussi atteints de maladies cardiovasculaires. Et nous avons fait un registre spécial à cette intention. Le télétravail n'est pas oublié par la Ligue cette année 2020. Il faut un poste ergonomique, il faut également une bonne isolation phonique, une isolation du stress. On pense à ces jeunes parents qui doivent assurer du télétravail tout en gardant des jeunes enfants. Donc, ces éléments doivent être pris en compte quand en plus on a une maladie rhumatismale. Il y a bien sûr nécessité d'être interactif. Il faut bien sûr la motivation des patients. Il faut que toutes les personnes qui s'occupent des domaines des soins soient concernées. Et puisque nous parlons du mouvement, je vous mentionne également Je bouge pour ma santé avec une promotion santé du canton de Vaud qui prévaut depuis 2019. Nous arrivons maintenant au terme de l'exposé avec les étapes du futur. Alors, différentes évaluations sont faites maintenant sur la stratégie nationale. Où en sommes-nous? Comment pouvons-nous améliorer pour l'année à venir? En 2021, on va se concerter pour l'ergonomie de la place du travail. Comme vous avez vu, ce n'est pas l'âge et les altérations du vieillissement qui sont importants, mais les classes d'âge qui ont le plus mal au dos, ce sont celles des travailleurs. Comment développer une nouvelle stratégie avec des intervenants clés pour pouvoir aller de l'avant avec le projet national Santé 2030 et comment conceptualiser la nouvelle stratégie. Vieillir en bonne santé, c'est important. Mettre l'accent sur la santé au travail, et c'est sans doute peut-être un projet que nous pourrions avoir en commun avec vous, ce sont des projets d'avenir pour viser les années 2030. Les jeunes ne doivent pas être oubliés et c'est hyper handicapant, hyper focalisant de souffrir d'un rhumatisme quand on est jeune. Et là, je pense plus au rhumatisme inflammatoire. On va débuter ici, dans le canton de Vaud, des rencontres mensuelles les premiers mercredis du mois. Ça va commencer en novembre. Et il y a un site web d'échange. Certains d'entre nous se mettent à disposition comme médecins pour répondre à des questions qui surviendraient parmi ces jeunes
Et ce qui est important aussi, c'est de les mettre en réseau entre eux pour qu'ils puissent échanger leurs difficultés de patients souffrant de maladies rhumatismales. Donc, nous souhaitons de tout cœur que cette stratégie garde en tête le bien-être des patients, qu'ils puissent rester en mouvement et intégrés. Pour ça, on a besoin d'échanges permanents d'interdisciplinarité. On a besoin sans doute de projets communs dans le canton de Vaud et à Lausanne, entre le DAL du CHUV et Unisanté. C'est donc une invitation à cette interactivité que je vous propose et j'espère que vous avez en conclusion compris que la stratégie nationale des troubles musculo-squelettiques vise à traiter tous ces groupes de patients incorporés sans en oublier, en essayant d'être effectivement représentatif de la plupart de ces maladies et de nos patients. Et dans ce sens-là, j'ai été aidée pour ma présentation par Madame Muller, collaboratrice scientifique de la Ligue, et j'ai également été aidée par Madame Herbe, directrice de la Ligue vaudoise du rhumatisme, et j'espère que vous pouvez penser que nous nous donnons de la peine pour que l'on puisse se dire que nous traitons cela incorporé. Merci beaucoup de votre attention. Avez-vous des questions? Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation très intéressante. Ma question, c'était à propos de la définition du présentéisme. Alors, la définition du présentéisme, je ne vais peut-être pas la faire aussi bien que vous la faites, c'est-à-dire c'est être présent au travail, mais n'être pas efficace, c'est-à-dire être présent tout en ayant mal au dos, en bougeant beaucoup sur sa chaise, en se levant, en s'asseyant, en faisant acte de présence, mais sans être forcément investi, en investissant son énergie et sa concentration dans le travail. C'est peut-être le pire de tout parce que ces gens-là, quand ils viennent à la consultation, ils vous disent « mais je vais travailler, mais je suis épuisé, j'essaye de rester au travail, je suis présent ». Mais dans le fond, c'est positif pour personne, ni pour l'employeur, j'en suis sûre, ni pour l'employé qui est là en souffrance et qui ferait peut-être mieux de s'absenter un certain nombre d'heures pour traiter sa maladie de dos. Voilà, les réponses, je ne les ai pas au présentéisme, elles viennent du système de l'emploi et du système thérapeutique. D'accord. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience? Il y a des gens qui auraient des questions? Y a-t-il une audience? Y a-t-il une audience? Oui, je vois. Alors, on a plusieurs participants. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai encore quelques-unes, mais je voulais laisser la possibilité aux participants de poser leurs questions. Mon nom est Fred Paco. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr, Fred, allez-y. J'avais juste une question sur qui relève de ce qu'on appelle chez nous en épidémiologie la lifelong epidemiology. En d'autres termes, est-ce qu'on connaît des marqueurs précoces d'un risque de maladie articulaire ou musculo-squelettique qui surviennent à l'âge adulte? C'était un des mouvements majeurs, je dirais, de l'épidémiologie des maladies non transmissibles durant les 20 ou 30 dernières années. Est-ce que qui a bien marché en tout cas pour les maladies cardiovasculaires, qui étaient intéressantes pour ça. Est-ce qu'il y a eu un mouvement similaire pour les affections? Alors, il y a pas. Je vous remercie de votre question. Je n'ai pas notion d'études à grande échelle similaires. Ce qu'on sait, c'est que les patients qui ont mal au dos ou qui ont, par exemple, des douleurs chroniques auront plus volontiers des enfants qui auront aussi des douleurs chroniques à l'âge adulte. Donc, c'est très important quand on a ces patients en face de nous de faire une anamnèse familiale et de penser à la prévention, par exemple pour les enfants, en prescrivant des activités sportives familiales. Les marqueurs pour les maladies rhumatismales inflammatoires, on peut avoir des marqueurs muets, mais comme vous le savez sans doute, ces marqueurs muets ne sont pas forcément synonymes du déclenchement de la maladie dans le futur. On attend beaucoup des laboratoires du muscle parce qu'il y a peut-être, et des neurosciences en fait. Je parlais tout à l'heure avec le professeur Favran où on se posait la question effectivement des gens qui ont des troubles fonctionnels sévères,
il semble que ça porte dans certaines zones du système nerveux central. Il y a peut-être des marqueurs comme ça qu'on va trouver. En termes de rhumatologie, que ce soit de la rhumatologie mécanique, que ce soit la rhumatologie inflammatoire, on ne détecte pas les groupes comme ça, forcément, comme les maladies cardiovasculaires. Pour les troubles mécaniques et les douleurs chroniques, il y a des familles qui ont sans doute un seuil à la douleur qui est peut-être différent, et cela, ça vaut la peine de les détecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai volontiers une question, Joachim Marty, je suis économiste de la santé. J'avais une question par rapport à la perception, au positionnement des entreprises. Est-ce qu'elles perçoivent des mesures de prévention plutôt comme un fardeau ou plutôt comme un investissement qui permet justement un retour à moyen terme sur, par exemple, une meilleure productivité ou un évitement d'arrêt de travail? Alors, je vous remercie beaucoup de votre question. Si vous me permettez, je peux vous donner un exemple très pratique qui date d'il y a une quinzaine de jours, alors que je me trouvais à la Ligue vaudoise à la rue de Provence auprès de Madame Herbe, directrice. Elle a mis sur pied avec un physiothérapeute ergonome ce plan que vous pouvez trouver sur le site de prévention des douleurs du dos en entreprise. Alors, elle offre, puisqu'il y avait le corona, elle offrait, elle proposait par cette personne des cours individuels de 2 séances, je crois que c'est de l'ordre de 150 francs, pour que cette personne aille au domicile, qu'elle regarde quoi faire, qu'elle conseille la personne de manière individuelle. Elle proposait aussi des séances en entreprise. La directrice a répertorié toutes les entreprises du canton de Vaud. Elle a écrit à chacune et elle n'avait reçu aucune réponse à son courrier. Donc, à ce jour, nous n'avons pas d'entreprise qui s'est intéressée au programme des entreprises. Alors, est-ce que c'est nous qui ne sommes pas bons dans notre promotion du programme? Est-ce que les entreprises ont d'autres soucis actuellement? Sans doute, mais il y a beaucoup à faire. Ok, merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De mon côté, moi j'aurais une question supplémentaire concernant le registre SCQM. Est-ce que ces données sont accessibles aux équipes de recherche en Suisse? Elles sont accessibles à tous les rhumatologues. En fait, si un rhumatologue lambda veut faire une étude sur un sujet et qui veut trouver 30 ou 40 personnes de telle classe d'âge, etc., il prend contact avec le SCQM et il reçoit un accord pour avoir accès au registre. Et je peux imaginer que c'est accessible, bien sûr que ça reste quand même le domaine de la Société suisse de rhumatologie, et c'est bien sûr, entre guillemets, sous la compétence des rhumatologues, mais tous les rhumatologues sont susceptibles de pouvoir y entrer, mais bien sûr qu'il faut faire une demande pour des questions de confidentialité, etc., et dire quelle étude on veut faire. D'accord. Ça passe par la Société suisse de rhumatologie et le SCQM en direct. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions au docteur Gabellon? Ok, ben si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Isabelle d'avoir fait cette présentation. Et puis, merci à toutes et à tous de votre participation et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Au revoir, merci. Merci.